Bonjour et bienvenue à l'atelier. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, on a tous un quota annuel de calembours foireux. Et une fois qu'on a épuisé ce quota, on n'a plus droit jusqu'à l'année suivante de faire des calembours foireux. Et tant pis, au diable l'avarice. En cette période de rentrée, il me semblait quand même intéressant de faire un numéro spécial sur l'école. On va bien sûr éviter de passer en revue la totalité des formulations de colle qui peuvent exister sur le marché. L'humanité, sans doute depuis la découverte du fond d'un chaudron dans lequel avait cuit du poisson, cette gélatine qui avait des propriétés de collage en séchant, a donné sans doute les premières colles. En Asie, il s'agit sans doute de farine de riz trop cuite qui avait les mêmes propriétés. Et ça, ce sont les colles végétales et animales qui ont des millénaires d'existence. En Europe, les colles d'os de poisson, les colles de peau de lapin, le sang, les colles de sang. Et dans les pays asiatiques, j'en ai parlé, mais on a cette fameuse colle à base de farine de riz qui est énormément utilisée. Après est arrivée la chimie et sont arrivées toute une gamme incroyable de colles pour différents types de matériaux. Le but de ce petit spécial, c'est d'examiner en fait les trois types de colle qu'on peut trouver dans un atelier de quelqu'un qui s'amuse à fabriquer des guitares électriques. Donc vous n'entendrez pas parler de colle pour coller des plastiques, des choses comme ça, etc. On n'abordera pas l'aspect chimique de la chose, on va juste se concentrer là-dessus. Alors, petite chose, je vais citer des marques. Je vais citer des marques qui sont des marques que j'utilise ou pas d'ailleurs. Il n'empêche que sur cette chaîne, c'est pas Pierre Bellemare qui vous parle. Hein. On fait pas du téléachat, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien sponsorisé. Je dis du bien ou du mal comme j'ai envie. Le fait de ne pas être assujetti à d'éventuels revenus si vous cliquiez sur des liens fait que on va être relativement objectif, enfin je vais essayer d'être relativement objectif. Je ne suis pas là pour vendre un micro chinois à 8 €, on est d'accord. Quand j'ai parlé des colles végétales ou animales tout à l'heure, il y en a une que j'ai pas citée et dont on va parler, c'est tout simplement parce qu'elle n'est ni animale ni végétale. Comme vous le savez tous, il y a deux choses sur Terre, et seulement deux choses, qui existent uniquement pour nourrir. Et c'est le miel et le lait. C'est pour ça que les véganes, végétariens et autres végétaliens me font doucement rigoler. Ce sont, comme les mangeurs de viande, des prédateurs, puisque les fruits et les légumes, leur objectif dans la vie, c'est pas d'être mangé au départ, c'est la reproduction. Ce qui fait d'ailleurs que, quelque part, telle une vieille star du porno des années 70, une végétarienne ou un végétarien passent leur temps à bouffer des organes reproducteurs. On est bien d'accord. Ça me fera penser, il faut que j'aille vérifier à la cuisson de ma côte de bœuf Angus qui est sur le barbecue. Bon, je dérape. Le lait contient un produit collant, un composant qui colle très très bien, qui s'appelle la caséine. Et à tel point que mes amis abonnés du Québec connaissent très bien ça, on fabrique de la peinture au lait. Vous savez, c'est cette peinture qui est la plupart du temps bordeaux, mais parfois aussi bleu clair, et qui est utilisée pour peindre les bâtiments en bois des fermes. On trouve ça aussi d'ailleurs en Scandinavie et en Amérique du Nord. Dès qu'il y a une grange en bois, la plupart du temps, elle a une ou plusieurs couches de cette peinture au lait. En fait, ce qui assure
que cette peinture non seulement tient en extérieur, mais en plus tient en durée, c'est la caséine. Donc voilà, petit aparté sur cette colle, cette caséine, qui permet aussi de faire des colles, et qui est naturelle. Mais ni animale ni végétale, je le confirme. Bien, il est temps maintenant de parler de la colle que j'utilise le plus dans l'atelier. Et la colle que j'utilise le plus dans l'atelier, c'est la colle cyanoacrylate, c'est-à-dire la superglue. Je l'utilise pas pour les guitares, ou quasiment pas, quoi. J'utilise la superglue pour les side dots sur le manche, les 3 gouttes pour tenir le sillet. Vous voyez, c'est très très réduit. Par contre, j'en consomme de grandes quantités parce que j'utilise tout le temps, quasiment pour tout, le truc du ruban de masquage et de la superglue. Alors, je sais que la plupart d'entre vous connaissent le truc, mais je vais le rappeler quand même parce que je suis aussi sur une page Facebook qui parle de CNC et je continue à voir des techniques de Moyen-Âge pour installer des pièces sur la CNC, des trucs métalliques pour serrer la pièce et autres petites bêtises, parce que si je mets des trucs métalliques pour serrer la pièce, bah, si je détourais un corps de guitare, je suis obligé de laisser des petites languettes de bois et puis de finir à la main, à la scie et à la main, parce que sinon l'intérieur serait pas maintenu et partirait en vrille. Enfin bon, le Moyen-Âge, les temps obscurs. Donc je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement du truc ruban de masquage superglue. On a besoin de coller 2 surfaces. Là, ça va être l'établi et puis cette chute de bois. On va mettre un bout de ruban de masquage sur chaque surface. Une ligne de superglue. On presse et on laisse la superglue prendre. Ce qui se passe en fait, c'est que là, toute force latérale, c'est pour ça que c'est génial pour la CNC, vous voyez que je secoue l'établi carrément, quoi. Par contre, comme ce qui tient, c'est juste le collant en fait qu'il y a sur le ruban de masquage, ben c'est vachement facile à enlever, puisqu'il n'y a quasiment pas de résistance à l'arrachement. Donc là, si je donne une force vers la hauteur en soulevant, évidemment ça se décolle. Et hop, j'ai fini, j'ai mon bois à nouveau. Alors ça c'est absolument génial, parce que à la limite j'aurais besoin de raboter ce bout de bois là, je pourrais le mettre dans un étau. Mais imaginons que j'ai quelque chose de beaucoup plus fin à raboter. Genre j'ai envie de raboter une petite plaquette de Padouk. Si j'essaye de coller ça dans un étau, ça va être très très limite. Mais là, aucun problème. Hop. On prend un rabot. Vous avez compris le principe, et quand j'ai fini, je le décolle. Alors, pour un outil complémentaire, hein, c'est le vieux couteau de plâtrier que j'ai là. Et hop, j'ai mon bout de bois.
On peut pousser un peu le bouchon, un bout de plaquage. Et j'ai réduit l'épaisseur déjà très fine de mon plaquage. Et bien évidemment, un bout de plaquage de cette épaisseur-là, ça se met pas dans un étau, on est bien d'accord. Alors, il y a les détracteurs, j'en lis de temps en temps encore, qui disent oui, mais en fait ça prend du temps, parce que si on colle 2 bouts de bois, faut faire ça, c'est-à-dire que il faut marquer l'autre bout de bois avec un crayon pour que ça se recouvre bien et qu'il n'y ait pas de la super glue qui déborde et qui finisse par coller le bout de bois sur son support, quoi. Comme disait l'ancien chef des Black Panthers, si tu fais pas partie de la solution, tu fais pas partie du problème. C'est pour ça que, pour une différence de prix somme toute modique, j'utilise, et vous m'avez vu utiliser, du ruban de masquage de 5 cm de large, parce que de toute façon, on met juste un fil, donc la probabilité qu'on se rate, même sur un corps de guitare, il est quand même assez faible, quoi. Donc, moi j'en utilise partout. J'assujettis sans aucun problème des corps de guitare complets de 50 d'épaisseur sur la CNC, ça ne bouge pas, jamais eu le moindre problème avec ça. Et on peut détourer jusqu'au bout, puisque de toute façon, on a mis un bout de ruban de masquage, un bout de ruban de masquage, un bout de ruban de masquage. Donc en fait, même quand on aura tout séparé, le centre, c'est-à-dire le corps de la guitare, partira pas valdinguer partout, quoi. Voilà la petite combine en question. Il y a aussi les fanatiques de l'adhésif double face. Le problème de l'adhésif double face, c'est quand vous regardez la structure, vous avez 2 surfaces collantes de chaque côté, et au milieu, une épaisseur plus ou moins importante de mousse. Si bien que, face aux forces de la fraise de CNC, ça va bouger légèrement, donc je déconseille très fortement l'utilisation d'adhésif double face sur une CNC. En plus, ça coûte cher, et enfin, le ruban de masquage, il est prévu pour, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucune trace sur le bois, alors que les adhésifs double face, suivant le prix que vous avez mis dedans, vous allez vous retrouver avec un petit résidu de colle sur le bois, et si vous ne faites pas gaffe, ça va faire une tache au milieu de votre teinte, où ça va moins bien, où la colle type vinylique va moins bien coller, etc., etc. Donc faites gaffe à ça. Bon, il est temps de faire notre pause publicitaire. Quelle marque de colle cyano, de superglue, pourquoi, comment Alors je suis bien embêté pour vous répondre, parce que finalement, je pense pas qu'il y ait une différence de qualité entre toutes les cyanos du marché. Donc en fait, vous faites comme moi, vous remettez tout au prix au kilo, et puis vous achetez celle qui est la moins chère finalement. La marque que j'utilise, c'est une marque allemande qui s'appelle Robbe. C'est un gros fournisseur de matériel pour aéromodélisme. Et c'est non seulement une des moins chères que j'ai trouvées, bon j'achète par 10, vu ce que j'utilise, c'est une des moins chères que j'ai trouvées.
Je vous ai mis quand même des petites comparaisons de prix, histoire de me faire des amis. Il se trouve que ils ont un autre avantage, c'est qu'ils la vendent en 3 viscosités. C'est-à-dire la plus light, celle que tout le monde connaît, que moi j'utilise très très peu, parce que je suis pas assez rapide, tout simplement. Et puis de la moyenne et de la forte viscosité. Les deux autres ont un très très net avantage, c'est que c'est un inconvénient aussi, ça prend plus longtemps. La prise prend un peu plus longtemps, mais ça permet de retrouver dans le bordel de l'atelier les 2 pièces qu'on voulait coller, ou la pièce ou le martyr qu'on voulait coller sur le truc. Ça permet ou de repositionner un peu mieux sur la CNC avant que ça ait totalement pris sur le ruban de masquage. Donc c'est pour ça que j'utilise énormément celle qui a un bouchon vert, c'est la médium en fait. Mais bon, n'importe quelle marche, hein, si vous trouvez moins cher, c'est super quoi. Vous simplement faites comme tout bon consommateur qui se respecte, vous recalculez le prix au kilo. On en reparlera lors de cette vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ruban de masquage, colle cyano. C'est pas directement lié à la guitare, hein, parce que n'importe quel menuisier, n'importe quel ébéniste, n'importe quel marketeur en aurait aussi l'utilisation de cette combine. C'est pas non plus lié à la guitare, parce que, comme je le disais, j'en utilise quasiment pas sur les guitares. Quoi. Pour certaines applications, il y a une autre colle qu'il faut avoir dans son atelier, ou son équivalent, j'en reparlerai. C'est dès que vous voulez coller, en particulier dans le cadre de la fabrication d'une basse ou d'une guitare, du bois avec un autre matériau. Alors on va prendre comme exemple les barres renfort carbone qui sont là pour rigidifier les manches. Utiliser la colle à bois pour coller du carbone sur du bois, c'est une bêtise. Hein. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la colle. J'expliquerai plus tard quand on parlera des colles à bois. Ça sert à rien, ça sert à que dalle, laissez tomber. Il faut utiliser soit la colle cyano qu'on vient de voir, qui peut être une possibilité. Si vous voulez quelque chose de très 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 solide, comme coller sur la surface, par exemple, d'une table de corps de guitare, un motif que vous avez découpé à la CNC en laiton ou en cuivre pour une déco, il faut utiliser de la colle époxy. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir de la colle époxy dans votre atelier. L'époxy en petit kit, là, à 12 balles, dont je me sers couramment pour faire des incrustes en époxy, ça colle très bien. Il faut faire attention à une chose, c'est toujours un petit peu sceller le bois avec de la gomme laque ou un fondure quelconque avant. Hein. Il ne s'agit pas de bouche porée, hein, il s'agit juste de sceller le bois, c'est-à-dire de fondurer. C'est de l'époxy, hein, donc une fois que ça a pris et ça colle les deux trucs et vous allez arracher le bois si vous voulez l'enlever. Après, si vous voulez vraiment du costaud, il faut aller dans un magasin de golf. Parce qu'il y a un truc dans les magasins de golf, et puis chez les fabricants de matériel de golf, c'est qu'ils ont besoin, pour certains fers de golf, de coller du bois sur du métal. Ce sont les bois, quand on joue au golf, j'y connais pas grand-chose, mais il y a des trucs en ferraille pure et puis des trucs où il y a un bout en bois. Or, ça, quand le fou furieux décide de se venger contre une petite balle blanche qui lui a rien fait en l'envoyant la plus loin possible, ça prend des chocs bien velus, quoi. Et il existe c'est Dynacraft qui fait ça. Alors, elle n'est pas obligatoirement donnée, et ils n'ont pas trop des petites quantités, qui est une colle avec son durcisseur, qui a été conçue pour coller justement le bois sur les fers de golf. Et celle-là,
vous pouvez, enfin ça coûterait très très cher, mais si vous construisez avec une maison avec, même en cas de bombardement ou de bombe nucléaire, ça bougera pas, quoi. C'est une colle monstrueuse. Comme toutes les colles époxy, faut le mélanger. Là, bah, faut peser. Il existe aussi des petites solutions qu'on trouve dans le commerce, vous savez, où il y a deux seringues. Et puis on appuie sur les deux seringues et ça vous met sur la petite surface que vous avez prévue exactement ce qu'il faut comme durcisseur et comme époxy. C'est pratique. Le seul problème que j'ai trouvé, c'est que ces petites seringues-là, si on les utilise pas complètement, bah, ou si on les utilise pas souvent, bah, finissent à la poubelle à moitié remplie, quoi, parce qu'on n'a pas tout utilisé. Donc ça, voilà, quoi, ça tient, ça vieillit bien, et le problème, c'est qu'il faut une balance. Époxy, bon, c'est pas usage courant, hein, on est bien d'accord. Coller, c'est dès qu'on veut coller quelque chose d'un petit peu particulier sur un bout de bois, c'est-à-dire les exemples que je donnais, du carbone, du laiton, du cuivre. Je pense qu'avec celle-là, j'ai jamais essayé, mais ce serait amusant d'essayer. Si je colle le chevalet sur le corps de la guitare, à mon avis, il n'y a pas besoin de rajouter de vis, quoi. Le truc bougera plus jamais de sa vie. Faudra scier autour du chevalet pour récupérer le chevalet, quoi. Ce qui serait une horreur. Pensez-y. Ne mettez pas n'utilisez pas de la colle à bois pour ça. Alors oui, là j'entends déjà quelques grincheux qui disent « Oui, mais dans une de tes vidéos, quand tu poses les frettes, tu mets avec une petite seringue de la colle à bois. » Oui, mais d'une manière générale, on ne colle pas les frettes sur une touche. Pensez quand même que si votre guitare dure, si elle a du succès, à un moment donné, il faudra peut-être la refréter. Pensez au mec qui aura besoin de virer les vieilles frettes pour en remettre des neuves. Vous pourriez coller à l'époxy, hein, ça pose pas de problème, mais ça sert à... c'est pas le but. Je mets de la colle blanche un petit peu comme si c'était du mastic, c'est-à-dire que c'est pour remplir un éventuel interstice en dessous de la languette de la frette, pour éviter qu'il y ait une micro-cavité en dessous de la frette. Alors, vous savez ce que je pense du son du bois, hein, j'en ai suffisamment parlé, mais par contre, la frette a une influence sur les vibrations de la corde. Et de facto, si la frette, il y a en dessous une petite grotte, un petit trou, eh ben, ça ne sera pas pareil. Donc c'est pour ça que vous me voyez très souvent utiliser une seringue avec de la colle blanche. C'est juste, je m'en sers juste comme mastic en fait. Voilà le petit chapitre rapide hein, sur les colles époxy. Pensez que si vous avez que de temps en temps, ça va vous faire double emploi, quoi. C'est pratique parce que vous en servirez à la fois pour faire des incrustes, mais aussi au besoin pour coller un renfort de carbone, quoi. Donc ça, c'est très sympa. Il y a une autre colle, entre guillemets, que j'utilise pas non plus souvent, et à nouveau, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup, c'est quand vous voulez coller des filets en plastique, autour par exemple d'une table de Les Paul. Ce genre de petite chose qui est en plastique, vous connaissez tous. On pourrait coller ça, alors coller ça avec de la colle à bois, c'est une connerie, ça marche pas. Si vous voyez quelqu'un faire ça sur une vidéo, c'est qu'il n'a rien compris. C'est un matériau qui nécessite de la superglue, ça marcherait très bien. Bon, mais on va consommer et puis ça va pas être super propre. De l'époxy, ça marcherait très bien aussi. Mais il y a une combine très très rigolote, c'est que ce type de matériau a tendance à se dissoudre dans l'acétone. Et alors, si vous allez chez Monsieur Bricolage Marché, là, vous achetez une bouteille d'acétone, et en fait, vous posez
votre binding, vous mettez les petits bouts de scotch, hein, vous connaissez le truc de temps en temps espacé, et avec une petite bouteille avec bec verseur ou pipette, ou même, vous savez, ces petits trucs très très fins qu'on met au bout des petites bouteilles que vous avez recyclées par exemple, ou autre chose, vous mettez une petite gouttelette d'acétone. Et vous attendez un petit peu, et en fait, l'acétone va légèrement dissoudre la paroi du binding en plastique qui est en contact avec le bois, et en fait, ce plastique fondu va aller dans les pores du bois. Et ça va vous assurer un collage superbe pour vraiment pas cher du tout. Je sais plus où j'ai vu, dans une boutique de matériel de lutherie, où ils vendaient une colle spéciale binding. C'est un petit peu se foutre de la gueule du monde, on est d'accord. Donc ça, c'est pareil, usage extrêmement pointu, extrêmement précis, mais par contre, de l'acétone dans l'atelier, on a toujours besoin de dégraisser quelque chose. Franchement, c'est pas un investissement, quoi. C'est un truc qui de toute façon servira. Voilà sur le sujet des différences de matériaux qui font que la colle à bois n'est pas utilisable. Il est temps de passer au chapitre principal, puisque là, on est en train de parler, on va parler évidemment d'assemblage et de guitare. C'est la colle à bois. Les colles à bois, celles que vous utilisez tous les jours à l'atelier, font partie de la famille des colles vinyliques. Alors, c'est un mauvais terme, c'est théoriquement des colles polyvinyliques, puisque le composant principal, c'est une molécule qui s'appelle le polyvinyl d'acétate. En gros, c'est ce que j'ai toujours préconisé. On travaille mieux quand on comprend ce qui se cache au-delà de nos yeux. Quand on comprend les processus mécaniques, quand on comprend les processus physiques, quand on comprend les processus chimiques. Parce que cette compréhension fait que on va peut-être remettre en cause des pratiques ancestrales, transmises d'artisan à artisan, etc. La composition d'une colle à bois, ce sont ces molécules de polyvinyl d'acétate qui sont en suspension dans de l'eau. Et ce qui se passe, c'est quand on va coller deux bouts de bois, les deux bouts de bois vont absorber l'eau. Si bien que ces molécules qui étaient plus ou moins régulièrement espacées dans le liquide vont se rapprocher et vont se lier chimiquement. Si bien que c'est ce qu'on appelle le séchage en fait, c'est-à-dire que globalement ça devient un truc qui tient vraiment la route, sachant qu'évidemment ça va jusqu'à l'intérieur des pores de bois, sachant que l'eau par contre a été absorbée par le bois puis évaporée. Ça nous amène à pas mal de petites constatations et pas mal de petits conseils que je vais me permettre de vous donner sur le collage avec de la colle à bois. Le premier truc, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Et c'est logique, parce que si on met une bonne couche de colle à bois genre plâtre entre deux bouts de bois, ce qui va se passer, c'est d'abord, il y en a plein qui va déborder, le nettoyage, ça va être chaud, quoi. Mais en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester de l'eau entre les deux surfaces de bois, de l'eau qui n'aura pas été absorbée par le bois, parce qu'il y en a trop, en fait, si bien que le joint va être plus faible, parce qu'il y aura des molécules qui ne se seront pas liées chimiquement, puisqu'elles seront encore séparées par de la flotte, par du H2O. Donc, première notion, pas mettre trop d'épaisseur. Deuxième notion, pensez aussi à l'épaisseur de ce que vous avez collé. Si par exemple vous collez deux plaquages, comme ils sont très minces, il n'y a pas beaucoup de, vu leur minceur, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'absorption de l'eau.
Donc le phénomène entre deux poutres où on met ça de colle et ça marche quand même, si on fait ça avec du plaquage, ça collera jamais. Ou ça collera pas bien, ou ça sera pas solide, ou ça se décollera parce que il restera de la flotte au milieu qui affaiblira le joint de colle. Ça nous amène à une troisième constatation, c'est les bois doivent être propres, rabotés. Éviter de les poncer, parce qu'on l'a vu dans un spécial ponçage il y a quelques années, un bois pas bien nettoyé, va y avoir de la très très fine poussière de ponçage qui va agir un petit peu comme bouche-port, et donc on abaisse la faculté d'absorption des bouts de bois. Et bien entendu, c'est encore pire si jamais on a mis du bouche-port ou autre chose, où là évidemment il n'y a plus d'absorption, quoi. Donc ça ne marchera pas là. Donc le bois doit être propre, raboté, ou même pour aller plus loin, fini au racloir, mais éviter de poncer. Cette notion d'absorption d'eau, elle est tellement fondamentale qu'elle va aussi nous donner une idée de ce qu'il faut faire pour le nettoyage. Alors, vous avez joint de bouts de bois, vous avez mis les serre-joints, ça a débordé, ça déborde toujours. Il faut nettoyer. Utilisez une éponge essorée. Alors, je sais, c'est emmerdant, parce qu'il faut aller la rincer et la réessorer plusieurs fois avant d'avoir enlevé tout ce qui déborde de colle. Mais si jamais vous choisissez la solution de facilité, c'est-à-dire que vous prenez l'éponge bien mouillée, et oui, ça part du premier coup, hein, mais vous allez rajouter de l'eau. Et vous allez rajouter de l'eau dans, même si vous ne le voyez pas, parce qu'il y a les serre-joints et tout, vous allez rajouter de l'eau dans le joint. Et donc, à nouveau, on se retrouve devant le même problème que quand on met trop de colle, c'est que les capacités d'absorption du bois, elles sont limitées. Bien entendu, ces capacités d'absorption de bois, elles sont aussi liées au niveau de séchage du bois. Si vous utilisez du bois qui est sec à 6%, il va pomper et ça va se passer très très bien, très rapidement. Si vous utilisez du bois encore humide ou du bois vert, ça va pas bien se passer parce que de toute façon, comme le bois il est encore gorgé d'eau, à son niveau, mettons qu'il soit à 30% d'humidité, il pompera pas suffisamment d'eau pour que les molécules de polyvinylacétate se lient chimiquement, n'ayant plus la barrière de la flotte. Donc, pas abuser de l'éponge pleine de flotte, prendre son temps, nettoyer. Parfois, il m'arrive même sur des petits trucs d'utiliser des cotons-tiges que j'humidifie simplement à peine pour pouvoir bien prendre toute la colle sans rajouter de la flotte, en fait. Parce que le problème, c'est de rajouter de la flotte. Ce qui peut amener à des qualités plus ou moins grandes de colle, et donc de solidité des joints, parce que vous vous doutez bien que si on a une superbe dispersion, c'est-à-dire que si on raisonnait sous la forme de bulles, chaque bulle est à équidistance des bulles du dessus, des bulles du côté, et comme on est en 3 dimensions, des bulles de chaque côté aussi, le pompage de l'eau va être relativement uniforme et ces petites bulles, elles vont se retrouver connectées les unes aux autres beaucoup plus facilement. Si vous avez une colle à bois qui est moins bien fabriquée, où il y a des endroits où il y a un paquet de bulles, et puis d'autres endroits où c'est tout vide, où il n'y a que de la flotte, etc., on va avoir un joint de moins bonne qualité, tout simplement. Voilà sur le principe des colles à bois. Ne les utilisez que pour du bois ou, à la limite, des produits poreux, bois papier, bois carton, voire bois liège. J'utilise de la colle à bois pour coller du liège, ça marche très bien aussi.
N'essayez pas d'utiliser, c'est les chapitres précédents qu'on a déjà vus, hein, pour coller un bout de ferraille ou un bout de carbone, ça ne marchera pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le bout de ferraille ou le bout de carbone, lui, il absorbera zéro flotte. Donc la flotte sera absorbée d'un côté par le bois, mais de l'autre côté, le métal, lui, n'absorbera rien. Donc vous imaginez bien que ça fera pas un joint qui tiendra, ça collera même peut-être pas du tout, quoi. En termes de colle à bois, il est temps aussi de se faire des amis. Alors, j'ai passé un paquet de temps à regarder des innombrables tests de colle à bois qu'il peut y avoir sur Internet. Alors, il y a des tests empiriques, c'est ce que je fais de temps en temps. C'est le mec qui tape à coups de marteau sur le joint pour voir si ça va tenir. Et puis, il y a des tests super sophistiqués avec un ordinateur où on mesure le nombre de newtons qu'il faut appliquer avant que le joint casse, etc., etc. Et là, je suis tombé sur un truc fascinant. C'est que il y a une société qui fabrique de la colle à bois qui a réussi, grâce à un marketing d'une qualité exceptionnelle, à convaincre tout le monde que c'était la colle idéale pour le bois, et en particulier, c'était la colle que aucun luthier, aucun fabricant de guitare électrique ou de basse ne pouvait négliger. C'est la colle qu'il fallait avoir, et je parle de la Titebond classique. Elle arrive jamais, jamais avant la 5e position dans les tests. Et je vous montre des copies d'écran de test. Elle ne gagne jamais. Alors, elle a une petite sœur, beaucoup plus chère, qui est la Titebond 2 ou la Titebond 3, je ne sais plus, enfin, elle n'est pas rouge, elle est verte, je crois, l'étiquette, qui se classe pas mal. Mais c'est pas le même prix. La Titebond classique, elle arrive 4e, 5e, 6e, jamais en tête. Et curieusement, ce qui arrive régulièrement en tête, et je suis pas marié avec eux, c'est Patex. C'est la colle Patex. La Sader se classe pas trop mal. Il y a des colles allemandes, parce que vous savez que la chimie allemande, évidemment, est une des meilleures chimies du monde, hein, depuis Gefarben d'ailleurs. C'est des gens qui savent faire des produits chimiques. Donc il y a des colles allemandes dans les classements qui se calent super bien, qui se classent super bien, largement avant ce truc. Alors, je me suis dit, oui, mais alors, c'est peut-être qu'elle est moins chère. Donc je suis allé sur Amazon. Pour avoir en un seul endroit des prix d'un peu tout, quoi. Et vous savez que la loi française oblige, parce que chaque produit peut avoir une contenance, enfin chaque bouteille de produit peut avoir une contenance différente, la loi française oblige à mettre le prix au kilo. Parce que là, le bidon de Patex, là, il fait 750 grammes. Le Bostik Sader, il fait 650 grammes, etc., etc. Et là, j'ai éclaté de rire. Il y a une seule marque où, pour respecter la loi française, sans inciter le consommateur à comparer, ils ont mis le prix au litre, au lieu de mettre le prix au kilo. Si bien que vous pouvez comparer les prix au kilo de la Patex, de la Sader et d'une dizaine de colles disponibles sur Amazon. Mais quand vous arrivez à la Titebond, le prix il est au litre. Vous connaissez mon côté taquin. Ce que j'ai fait, c'est je suis allé sur des sites américains pour récupérer la densité de la Titebond originale, faire le petit calcul de conversion pour obtenir son prix au kilo. Et je livre à votre sagacité le prix au kilo et comparé aux autres colles de la colle qui se classe jamais dans les 3 premiers au niveau solidité des joints. J'en ai encore, mais je vous promets, c'est mon dernier bidon. Je pense que je ne serai pas contacté par Titebond
pour faire de la pub pour leurs produits et pour avoir des produits gratuits. Je ne serai pas contacté par les autres non plus, parce que bon, voilà quoi. Honnêtement, la plus pratique pour moi, c'est même pas la Patex, c'est celle-là, parce qu'il y a un grand couvercle, et ça permet de tremper son pinceau, alors que là, ils nous gonflent avec leur truc qui finit par se boucher. Voilà. Donc, je fais pas de pub. Mais, marketing, taille bonde, la colle du luthier. Mais non. Ben non, c'est pas la colle du luthier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors il y a des colles polyuréthane, il y a des colles thermofusibles, enfin il y a plein de types de colles. Mais franchement, je peux même pas vous les montrer, j'en ai pas dans l'atelier de ces colles-là. J'ai un pistolet à colle avec des, vous savez, des bâtons de colle, pistolet chauffant avec des bâtons de colle. La dernière fois que j'ai dû m'en servir, j'étais beaucoup plus jeune. Alors que celle dont je vous ai parlé dans cette petite causerie, pas celle-là, celle dont je vous ai parlé dans cette petite causerie, bah, je les utilise tous les jours à l'atelier. J'espère que ce petit épisode sur l'école vous a intéressé, vous a peut-être donné des idées, je sais pas. Je pense qu'il était important de le faire, j'ai déjà fait sur les colorants, les finitions et d'autres petites choses. Il est d'autre part important, enfin, je vous en parle comme ça, hein, de vous abonner si c'est pas fait, parce que dès la semaine prochaine arrive du lourd. Je vous ai prévu des petites choses qui vont petit à petit nous emmener vers la fin de l'année. De la même manière, avec la rentrée, je vais recommencer les petites causeries du mercredi matin sur la boutique, sur laquelle vous pouvez aller dès aujourd'hui si vous avez besoin d'une table ou d'une touche, comme d'habitude. Et en particulier, va y avoir l'ouverture d'un nouveau rayon, en plus des tables, des touches et des plaquettes. Donc allez régulièrement faire un tour sur la boutique. On se dit à la semaine prochaine.